Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Raoult qui était l'invité de nos amis de Radio Courtoisie et qui va nous parler notamment de Big Pharma, de Bill Gates, de peut-être la fin de cette république, de la corruption. Écoutez bien parce qu'il va nous donner une petite, même une grosse info sur les Balkany. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. On écoute le professeur et on en parle juste après. Le directeur de l'OMS, c'est un Éthiopien. D'accord. Ce type, il a bouffé de la chloroquine toute sa vie. Et quand il supprime du jour au lendemain toutes les expériences dans le monde, il ne faut plus les faire parce que la chloroquine, ça tue 10% des gens qui en prennent. Si vous voulez quand même, si vous ne vous rendez pas compte que c'est un gros menteur, en Afrique, tout le monde a compris quand même, parce qu'en Afrique, tout le monde connaît la chloroquine quand même. Oui, Hein. oui, Donc, oui. vous ne pouvez pas faire croire ça aux Africains. Personne ne l'a cru là-bas. Hein. Donc, qu'un Africain véhicule ce message, si vous voulez, c'est la preuve d'une corruption terrible. Mais ce qui n'est pas étonnant, les quatre premiers financeurs de l'OMS étaient deux sociétés de Bill Gates, une société de réunion de l'industrie pharmaceutique et les États-Unis qui sont sortis. Donc maintenant, les trois premiers financeurs de l'OMS ont à voir avec un conflit d'intérêts absolument massif. Donc, si vous voulez, c'est celui qui paye qui décide. Il ne faut pas non plus me raconter la vie. Moi, je la connais depuis très longtemps. Hein. Donc, celui qui paye décide. Voilà, c'est comme ça. Celui qui a le pouvoir ou celui qui paye. Voilà. Le pouvoir physique ou le pouvoir de l'argent. Donc, il y a un véritable problème. J'en sais rien. Il faudra bâtir sur ces ruines quelque chose de nouveau dans lequel qui ne sera pas devenu comme c'est devenu. Vous savez, pour vous donner un exemple, que moi, parce que je connais bien l'OMS, hein, mon père travaillait pour l'OMS à l'époque où c'était une institution digne, je parle des années 60. Moi, j'avais ouvert un centre collaborateur OMS que j'ai fini par abandonner, si vous voulez, quand j'ai eu 3 ou 4 fois l'occasion d'aller travailler avec eux. Ça n'est pas sérieux. C'est devenu exactement, c'est le même problème que nous avons en France. Nous, nos grands corps sont devenus des endroits dans lesquels on case les gens qui sont arrivés là par réseau. D'accord. Et Mmh. donc, vous vous retrouvez avec euh, Yves Lévy qui dirigeait à sa manière avec des histoires que je n'arrive même pas à raconter tellement elles sont épouvantables, qui se retrouvent au Conseil d'État ou à la Cour des comptes. Sa femme qui s'est fait virer des élections, qui se retrouve dans la même situation. Et si vous regardez l'IGAS, c'est pareil, on y met les bons serviteurs ou ceux dont on ne sait pas quoi foutre. Là, par exemple, la ministre la plus éphémère de la Santé, qui était une ancienne secrétaire médicale, qui s'est retrouvée ministre de la Santé et qui s'est fait virer et qu'on a foutu à l'IGAS. Donc, il faut voir hein, ces instituts, ces conseils, c'était la sécurité de la République. Mmh. C'est ça qui permettait la sécurité de la République. C'est fini. C'est-à-dire là-dedans, à force d'y caser les copains, le recyclage des gens, quand on vire un type qui a été ministre ou directeur de ceci, cela, on lui donne comme prix de consolation le fait d'être au Conseil d'État ou à la Cour des comptes ou à l'IGAS. À la fin, la population de ce que vous avez là-dedans, vous savez, c'est ce que c'est. Mais ça n'est pas les meilleurs. Ça n'est pas, et ça a été l'abandon général depuis quelques années de la compétence pour le casting et les copains. Le casting, c'est-à-dire quand on fait un gouvernement, il faut que ça soit représentatif de la population française, mais un gouvernement, c'est pas censé être représentatif, c'est censé être compétent. Oui. Que les élus soient représentatifs. Moi, je suis même pour le tirage au sort Ah, vous êtes de pour le nos. tirage au sort, vous? Ah oui, je suis pour le tirage au sort. Si vous voulez vraiment avoir une photographie de la population, il faut faire le tirage comme faisaient les Grecs. On fait le tirage au sort. Ce que j'allais dire. C'est beaucoup mieux qu'une sélection de types qui magouillent entre eux, qui se trahissent entre eux. Si vous êtes tiré au sort, vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous ne risquez pas de le trahir, vous êtes tiré au sort. Et puis voilà. D'accord. Et puis on peut imaginer des tirages au sort par niveau successif, faire un tirage au sort pour les municipales, et puis ceux qui ont fait correctement leur travail, eh bien, ils peuvent participer à la loterie du tirage au sort pour les départementales, les régionales, et puis ensuite pour l'Assemblée nationale, et on peut monter comme ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose que proposait De Gaulle, qui est ce sur quoi il est tombé, c'est de transformer le Sénat, qui est devenu maintenant un miroir de l'Assemblée nationale, il n'y a même plus de limite d'âge, rien du tout, en quelque chose qui soit l'équivalent du Conseil économique et social, dans lequel on met des gens, un, des représentants des employeurs, deux, des représentants des syndicats, Mmh. trois, des gens qui ont réussi quelque chose dans leur vie et qui deviennent des sages. Donc on met, c'était censé la deuxième chambre, c'est une chambre de sages, c'est pas les mêmes élus
qui, ayant raté leurs élections comme députés, vont se retrouver sénateurs. C'était censé, oui. Voilà, c'est la haute chambre, en principe, c'est ça. C'est pas la même chose que la chambre basse. Donc tout ça, petit à petit, c'est abîmé. Voilà. Les démocraties ont besoin d'être renouvelées, c'est abîmé. Alors, moi, je ne sais pas comment ça se passera. Moi, je pense qu'il n'est pas invraisemblable parmi les scénarios qu'on arrive à un scénario à l'italienne avec manipulité, si vous voulez, Mhm. c'est-à-dire que les juges décident de faire un grand balayage là-dedans. Et s'ils font un grand balayage là-dedans, ben, pas grand-chose y réchappera. Hein. Et donc, ça donnera peut-être, si ça se passait, la naissance de partis entièrement nouveaux, parce que les habitudes qui ont été prises, qui étaient la manière de fonctionner ordinaire des partis politiques, était une façon, une façon de marcher qui, du point de vue de la justice, est considérée comme étant illégale. Donc, il Mhm. faudra bien résoudre ce problème. Alors, Rocard avait fait un coup de baguette magique. Enfin, je suis désolé, c'est parce que je suis vieux que je connais toutes ces histoires. Après l'affaire Urbain qui avait mouillé tous les socialistes, c'est de dire écoutez, tout le monde est corrompu, donc on anesthésie, on amnistie tout le monde et on repart à zéro. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça explique le début de la corruption par l'industrie pharmaceutique. Rocard dit mais écoutez, finalement, il n'y a pas de mal à ce que les industriels nous payent, à condition que ce soit transparent. D'accord? Sur quoi je ne suis pas sûr d'être d'accord, c'est quand même du lobbying. Mais peu importe, ça n'arrive qu'une fois. Ça arrive pour les élections européennes, dans laquelle Rocard est tête de liste, et puis, peut-être poussé par Mitterrand, Bernard Tapie se présente et il met Rocard KO. Mais cette loi était en place, elle a été supprimée tout de suite après. Oui. Cette loi est en place, pour la première fois, on sait qui paye qui. Et Rocard, qui ne pouvaient pas avoir accès aux grands financeurs, qui sont les gens qui font dans le bâtiment, les grands constructeurs, avaient commencé à organiser pour la première fois le financement par l'industrie pharmaceutique. Et ce n'est pas étonnant, parce que lui, président du Parti socialiste de l'époque, avait son trésorier qui était ministre de la Santé. Il faut se méfier, il faut regarder quel poste a le trésorier, Mhm. voir Pour où est-ce savoir. qu'ils vont chercher un genre, et qui était à la manœuvre dans le cabinet. Cahuzac. D'accord? Je vous explique l'histoire de France. Ouais. Moi, je le sais parce que quand ils sont partis et que c'était Durafour qui lui a succédé, un des personnages les plus importants du cabinet, qui était mon ami, qui s'appelait Cano, m'a raconté tout le montage. Je le sais donc depuis cette époque-là, vous voyez. Donc depuis la chute du cabinet Roca. Je sais très bien ce qui se passait. Et après, tout le problème de ces gens, c'est quand ils ont commencé à faire des cagnottes de cette taille-là pour faire face aux élections présidentielles. La plupart des élections présidentielles ne peuvent pas se faire dans le cadre légal pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si vous voulez faire 1000 réunions ou 500 réunions, où vous invitez à chaque fois 1000 personnes et que vous leur servez des buffets qui coûtent entre 50 et 100 euros, la loi française ne le permet pas. Mhm. D'accord? Donc, il faut avoir des compléments financiers illégaux. Et c'est ce qui se passe, bien entendu. Et donc, il y a eu différentes manières de le faire. Il y a une époque où il y avait la caisse noire de l'Élysée, sur laquelle on distribuait de l'argent théoriquement pour permettre de donner des compléments salariaux à des gens qui travaillent pour très peu. Les gens qui travaillent dans les cabinets travaillent pour très peu, ou pour rajouter de l'argent au ministre. C'est ce qu'a voulu continuer à faire Guéant quand ça est Guéant, devenu interdit. Jospin a arrêté ça. Et du coup, les types avaient l'habitude, ils trouvaient que c'était normal qu'on leur donne une prime. Ils se sont donné des primes qui étaient illégales. Il en restait qu'au ministère de l'Intérieur parce qu'on était obligé de garder de l'argent liquide pour pouvoir payer les indicateurs. Donc, le ministre s'est servi dedans. Il a été condamné pour ça. C'est pas un scoop. Hein. Mais pour les autres, bien entendu, on sait que, je sais pas, Barre avait pris une partie majeure de ça pour se payer une villa. Voilà. On sait que Chirac avait une quantité de liquide qui venait de ça, de la caisse de Matignon ou de l'Élysée. Vous voyez, donc tout cet argent liquide qui a été supprimé, il a fallu le substituer par quelque chose. Et alors, ça pouvait être, comme pour Balladur, les rétrocommissions sur les ventes d'armes, qui étaient aussi en liquide. Ça a pu être de multiples
de multiples fonctionnements. Vous voyez, donc, je ne connais pas le détail de l'affaire libyenne, de ce qui s'est passé ou pas, mais cette soif d'argent supplémentaire, et parfois, quand elle ne sert pas, ce qui était le cas de Balladur, puisque Balladur n'est pas arrivé au deuxième tour, il n'a pas pu dépenser ces sommes absolument colossales. Ensuite, les gens ne savaient plus qu'en faire. On suspecte que c'est M. Balkany qui les avait quelque part et qui essayait de blanchir cet argent. Mais c'est des sommes, il faut faire partie de la mafia pour réussir à blanchir des dizaines de millions. Ça, c'est pas facile. Il faut avoir un casino ou quelque chose. Et donc, on s'est retrouvé face à des situations où les gens ne savaient pas comment les blanchir. Donc, il y a un véritable problème, là, qui n'est pas nouveau, qui n'a pas été résolu. Je ne sais pas si la prochaine législature fera à nouveau une amnistie générale pour dire maintenant ça suffit, allez, maintenant on va être honnête. C'est possible. Mais en tout cas, la dernière fois, ça n'a pas marché. Voilà. La dernière fois, c'était Rocard qui a fait ça et ça n'a pas marché. Donc, l'amnistie générale, on voit que Biden a pris la leçon. Lui, il a fait même ce qui n'était jamais arrivé. Il a fait même une amnistie par anticipation. C'est ça. Alors, c'est nouveau, ça. C'est avant même qu'il soit attaqué. Il a bien fait parce que Fauci est un voyou. Donc, il a amnistié. Tout en disant qu'il n'y avait pas de raison de l'amnistier, mais il a amnistié quand même. Intéressant parce que ça pourrait nous expliquer pourquoi, entre autres Rocard, s'est auto-suicidé. On sait que beaucoup de gens doutent bien sûr du suicide de Rocard. On apprend aussi que Balkany aurait peut-être de l'argent. On sait que Balkany s'est fait avoir avec du détournement d'argent public, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi Balkany est finalement aussi soutenu par la classe politique. Peut-être parce qu'il lui reste un petit peu d'argent, un petit peu d'enveloppe à distribuer. On sait que les élections coûtent cher, on sait qu'il faut des caisses noires, on sait qu'il leur faut de l'argent frais. Car il faut en quelque sorte acheter les voix. Et quelque part, eh bien, certains Français sont responsables parce qu'il faut les acheter, parce qu'il faut leur faire plaisir, parce qu'il faut les inviter, faire des grands repas, des grands meetings, alors que quelque part on s'en fout en fait. Parce que pendant ce temps-là, est-ce que la situation de la France s'est améliorée? Non. Moi je pense qu'il faut un contrôle total de l'argent qui passe entre les mains des politiques, et peut-être aussi qu'il faut plafonner plus bas les campagnes politiques, les obliger à faire une campagne politique normale. Ce qui avantagerait aussi les autres petits candidats qui n'ont pas les mêmes moyens, et déjà qu'ils n'ont pas les médias mainstream, et en plus ils n'ont même pas les moyens de faire une véritable campagne. Ça pourrait aussi rabattre les dés, ça serait beaucoup plus démocratique. Parce que qu'est-ce qu'il y a de démocratique quand un candidat peut mettre 20-25 millions d'euros dans une campagne électorale et qu'un autre peut en mettre seulement que 3? Donc forcément que celui qui a 3 est mort en fait. Hormis d'avoir un engouement extraordinaire, un charisme, et là 80% de la population se met à le suivre. Ça n'arrive pas souvent, faut être honnête. On sait très bien que celui qui a les 20-25 millions, plus bien sûr le réseau qui va avec, eh bien, on sait qu'il a une grande chance d'être au premier tour, d'être au second tour et d'être président. On sait que cela se joue à ça. Donc automatiquement, la vie politique, la démocratie, comme on l'entend, est faussée. Ensuite, sur le tirage au sort, vous le savez, je suis pas comme un fou sur cette solution-là. Parce que si vous tirez au sort que des gens qui n'aiment pas ce pays, vous aurez le même résultat à la fin. Et le tirage au sort peut fonctionner, et oui, mais avec 2 critères extrêmement importants. Un peuple homogène, ce n'est plus le cas. 2, un peuple mature, c'est-à-dire un peuple qui a conscience de lui-même, qui est réconcilié avec son histoire et qui veut la faire perdurer. Ce n'est également pas le cas aujourd'hui, donc le tirage au sort nous amènera que du malheur. C'est une fausse bonne idée qui, je sais, prend beaucoup d'ampleur dans certains milieux. Je sais que beaucoup d'entre vous est pour, mais je pense qu'on se trompe totalement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes plus prêts et nous sommes plus aptes pour la démocratie. Ce n'est pas grave, mais on peut stopper le régime démocratique un temps pour remettre le pays dans les bons rails. Et si un jour on estime que le peuple est à nouveau apte de prendre des décisions, par exemple par voie référendum ou par des RIC au niveau local, alors on peut très bien le mettre. Mais aujourd'hui, ça serait mettre encore plus la France en danger. Je crois que en termes de danger, je crois qu'on a notre compte. Et en termes d'incertitude, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut du calme et de la sérénité. Il nous faut un leader, il nous faut un cap, un projet clair et surtout tous avancer dans le même sens. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez.